Comment penser la mobilité autrement à l'heure du vieillissement de la population? Et si la mobilité, ce n'était pas juste se déplacer, ce sont des questions que nous allons poser explorer et poser avec notre invité qui s'appelle Gérard Hernia et qui est spécialiste en éducation à la mobilité, engagé depuis des années sur les enjeux de mobilité inclusive et durable. Bonjour. Bonjour. Quand on parle mobilité, on parle de quoi? Parce que, en fait, on a un petit peu préparé. Effectivement, votre vision de la mobilité m'a fait un petit peu, même beaucoup réfléchir. Quand on parle de mobilité, traditionnellement, aujourd'hui, on parle de déplacement et de transport. Les deux mots sont quasiment équivalents. Mobilité égale déplacement-transport. Mais il faut savoir que la mobilité, ça n'a pas toujours été cela. Et je dirais même à l'origine, la mobilité, c'était pas le déplacement et le transport. La mobilité, c'était davantage la mobilité sociale. L'idée de vivre mieux, l'idée de monter sur l'échelle sociale. Mais peut-être parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on s'est rendu compte que l'ascenseur social était en panne, on a finalement restreint l'usage du mot à déplacement et transport. Mais je trouve que c'est une erreur parce que quand on parle de déplacement et de transport, on passe à côté de beaucoup de choses sur la mobilité et notamment l'idée de c'est par la mobilité ou grâce à la mobilité que je dois vivre bien ou que je dois vivre mieux. Et dans dans la préparation, j'ai l'impression enfin, moi, ce qui m'a fait réfléchir, c'est qu'on voit la mobilité comme étant plutôt, on pensait ou je pensais comme étant désirée, voulue, et quelque part, elle m'est imposée ou on l'a imposée à la société. Oui, alors imposer, la Ah, mobilité vient aussi finalement d'une société qui est la société, et certains parlent même de la civilisation de l'automobile. Et cette société civilisation de l'automobile a complètement transformé les paysages, mais elle a aussi transformé sans doute les imaginaires. Et l'une des normes principales de la société de l'automobile, c'est de se dire, il est possible d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus loin, de le faire toujours plus souvent et qui plus est, de plus en plus de façon individuelle. Donc ça, c'est la norme caractéristique de cette civilisation de l'automobile. Et la mobilité est devenue, et c'est complètement attaché à cette norme-là. Donc c'est en cela que je parle d'une norme qui nous est quelque part imposée plutôt que d'un choix. On a parfois l'impression, vous avez l'impression que c'est un choix, mais c'est pas seulement un choix. donc nous allons parler de la mobilité, puis notamment des seniors et du vieillissement de la population. Je vous laisse vous présenter, parce que vous avez un parcours intéressant. Alors, je suis à l'origine formateur enseignant de la conduite pendant une quinzaine, une vingtaine d'années. Et sur le tard, j'ai repris un cursus universitaire. J'ai fait un doctorat en sciences de l'éducation et une série de recherches initialement sur l'éducation à la sécurité routière. Alors, surtout pour les jeunes conducteurs. Je suis aussi aujourd'hui à l'école de conduite française où je suis responsable d'un laboratoire de recherche où on parle de, alors pas directement de permis de conduire, mais de mobilité et d'éducation à la mobilité. Je suis aussi associé au laboratoire de la mobilité inclusive qui s'occupe de la mobilité des personnes plus précaires et en tant que conseiller scientifique et je participe aux travaux. Et j'ai aussi pu faire avec le laboratoire de la mobilité inclusive deux recherches directement sur la mobilité. L'une sur la mobilité dans les territoires ruraux, parce qu'il y a sans doute une mobilité des villes et peut-être une mobilité des champs et peut-être des aspirations différentes ou des possibilités différentes de déplacement et une autre recherche sur ce qu'on appelle la mobilité durable et inclusive, et sur l'éducation à la mobilité durable et inclusive, parce que c'est aussi intéressant de revenir sur le sens et peut-être la signification de ces mots-là. Est-ce qu'on peut avoir une définition différente de la mobilité en milieu rural et en milieu urbain? Vous pensez que Le, votre vision elle doit être différente, j'imagine, à ce sujet-là. oui, alors la définition, je laisserai la même. Ce qui va changer, par contre, c'est les potentialités et les moyens que j'ai d'assouvir ou de nourrir les désirs que j'ai de mobilité. On va dire que en ville, globalement, j'ai un potentiel de déplacement qui ne se limite pas simplement à la voiture. Je peux aussi aller à pied, je peux utiliser les transports en commun quand ils existent. Enfin, j'ai un panel de solutions qui sont disponibles, qui sont assez intéressantes. Quand je suis dans la ruralité, et moi j'habite un petit village d'une centaine d'habitants dans les Vosges, j'ai beau avoir à l'esprit l'idée d'une mobilité qui est un art de vivre quelque part, pour autant,
mis à part la voiture, j'ai pas beaucoup d'autres possibilités de me déplacer. Donc vous voyez, j'ai parlé de mobilité des villes et des champs, il y a aussi les mobilités qu'on a dans la tête et celles-là, bah, on peut pas les observer simplement en regardant ce que font les gens. Lorsque vous me voyez en voiture, vous ne pouvez pas savoir finalement ce que j'ai dans la tête par rapport à mon envie de bien vivre. Donc il y a une mobilité qui nous donne plus de liberté et l'autre qui nous est plutôt imposée. Alors justement, pour continuer, est-ce que le temps passé en mobilité change la perception de la mobilité? Pourquoi je pose la question? Parce que des fois, la SNCF sort une carte, où je passe, en tout cas, il y a la carte de la France avec non pas les lignes de chemin de fer en distance, mais en temps. Et on Mmh. s'aperçoit, par exemple, moi qui habite en Savoie, il y a le TGV qui passe en bas de la vallée, on est plus proche de Paris en temps que quelqu'un de Toulouse, par exemple, ou même quelqu'un des fois de Brest, ou même de Saint-Brieuc. Est-ce que Le rapport, oui. est-ce qu'il y a aussi une notion de temps qui va nous changer la perception de la mobilité? Oui. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que ça me fait venir une autre idée. C'est que cette idée de distance et de temps peut se conjuguer par rapport au sens que je mets dans la mobilité. Vous voyez, moi, quand je vais à Paris, le temps de mon déplacement, c'est du temps où je peux faire autre chose, où je fais autre chose. Donc, c'est le sens du déplacement, c'est ce qui se passe pendant ce temps-là. Dans une autre vie, lorsque j'étais enseignant de la conduite et lorsque je rentrais chez moi, j'avais une demi-heure de voiture en plus. Ce temps-là, c'est un temps que j'aimais parce qu'il me permettait de décompresser. C'est pour ça que je dis, la mobilité, c'est pas seulement la distance, c'est pas seulement le temps, c'est ma manière de vivre ce temps-là. Lorsque je suis contraint dans un déplacement où je suis mal à l'aise et ainsi de suite, le temps qu'on double presque. Alors que vous voyez, donc c'est pour ça que je dis, pensant toujours la mobilité en termes aussi d'expérience. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps et pendant ce franchissement de distance? Et c'est ça qui fait la mobilité ou qui fait que c'est simplement un déplacement. Si je dois, pour aller au travail, faire 20 kilomètres et qu'on m'impose pour le même travail, sans aucune condition supplémentaire ou avantage supplémentaire, d'en faire 40, 50 ou 60, je ne parle plus de mobilité. C'est une contrainte. Vous voyez, donc c'est vraiment ce qui fait la différence entre le déplacement et la mobilité, c'est ce qui se passe et c'est le rapport presque personnel que j'ai à ce déplacement-là. Et dans une même rame de TGV, il y a peut-être des personnes qui subissent ce déplacement et peut-être des personnes qui prennent plaisir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de vécu de la mobilité entre les générations? En fait, est-ce que les plus âgés voient la mobilité de la même manière, en fait? Est-ce que ça évolue ou... Ben, ça a forcément évolué. Je suis d'une génération, on va dire, on est toujours d'une génération intermédiaire parce qu'on a un regard sur l'avant et après. Mon grand-père n'avait pas le permis de conduire, donc pour lui, la mobilité, c'était sans doute autre chose que pour moi. Mon père a eu son permis de conduire à 45 ans, mais il travaillait dans une entreprise où on venait chercher encore tous ceux qui y travaillaient avec les bus. Tout était organisé pour qu'on n'ait pas besoin de la voiture. Donc sa mobilité a été différente et au milieu de sa vie a changé. Moi, j'ai connu pratiquement que la voiture. Et la génération qui nous suit a un rapport à l'automobile qui n'est plus le nôtre non plus. Donc forcément, l'idée même de mobilité change selon les générations, mais change même selon notre point de vue. Je voulais, à 18 ans, j'aimais la voiture, je faisais pas trop de kilomètres. Aujourd'hui, je sais même plus vraiment quelle voiture j'ai. Pourtant, je fais beaucoup plus de kilomètres parce que j'habite dans un village où je n'ai pas le choix. Vous voyez, donc cette transformation de la mobilité se fait par génération, mais se fait même pour une même personne. Donc on évolue, effectivement. Si on parle des seniors, est-ce qu'il y a des spécificités des seniors actuels par rapport à la mobilité? Alors les seniors font partie, je vous l'ai dit, de la génération finalement qui a pu asseoir cette mobilité, cette civilisation de l'automobile. Les seniors sont aussi aujourd'hui issus d'une période assez qu'on appelait bénie, c'est pas tout à fait vrai, mais les 30 glorieuses. Donc ils ont connu finalement cette idée de toujours plus, toujours mieux et ainsi de suite. Ils ont été baignés dans ça. Et aujourd'hui, ces seniors-là, je pense, beaucoup découvrent un petit peu avec difficulté, parfois avec peur, que ben, leur mobilité à eux, telle qu'ils l'avaient vécue, va forcément
devenir de plus en plus difficile et même s'arrêter. Parce que le problème de la mobilité, je la compare parfois à une peau de chagrin qui nous est donnée à la naissance, qui croît, et on pense au moment de l'adolescence ou quand on rentre dans l'âge adulte que ça va durer tout le temps, mais ça ne dure pas. Donc finalement, elle se réduit, on cherche à s'adapter le plus longtemps possible, mais on sait déjà qu'à un moment, la mobilité en termes de déplacement va s'arrêter. C'est pour ça que je reviens encore une fois à cette définition-là. La mobilité uniquement en termes de déplacement va s'arrêter. Pour autant, il doit rester une période où la mobilité en tant que vivre bien, en tant que vivre au milieu des autres et avec les autres, doit rester. Donc c'est aussi l'intérêt de ne pas limiter la mobilité juste au déplacement, parce que sinon, ça voudrait dire que ceux qui ne se déplacent pas, ceux qui sont en situation de handicap, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas le permis de conduire, n'ont pas accès à quelque chose qui est essentiel à la vie, c'est-à-dire la capacité à vivre, à bien vivre. Quand vous dites de ne pas se limiter au déplacement, ça veut dire en fait c'est cette notion de temps et qu'est-ce que je fais pendant la mobilité? C'est notamment ça ou c'est on peut imaginer d'autres choses? On peut imaginer d'autres choses. L'intérêt c'est vraiment un travail finalement. Pour moi, ça a été, en travaillant sur la mobilité, ça a été presque une révélation de me dire, mais tiens, si on pensait la mobilité autrement, est-ce que ça changerait pas les choses? Imaginez une expérience. Vous voulez rendre visite à quelqu'un qui habite, allez, par exemple au Sénégal ou au Canada. C'est une expérience de mobilité que vous faites. Mais la mobilité, c'est pas le déplacement que vous faites. La mobilité, c'est quand vous arrivez là-bas, c'est la découverte de quelqu'un d'autre. Cette mobilité-là, D'accord. elle existera D'accord. même si, au lieu de vous déplacer, vous les recevez. Ça veut dire que la mobilité, c'est toujours une expérience qui est liée à quelque chose qui est une expérience de vie. Le déplacement, c'est un moyen finalement d'aller à un point à un autre. D'accord. Les seniors d'aujourd'hui ont créé cette mobilité, enfin, ont créé des moyens de mobilité Oui, qui leur a permis des possibilités. Rencontrer les gens au Sénégal, rencontrer les gens au Canada, etc., etc. Cette même génération-là qui a créé cela va voir que les possibilités vont se réduire en vieillissant. oui, oui, Euh, les possibilités vont se réduire. donc en fait, c'est Euh, une génération qui crée et ça va se réduire, différent que les jeunes générations qui sont nées dedans et ça va se réduire, mais eux, ils l'ont créé et ça va se réduire. Est-ce qu'il y a une spécificité là? Est-ce que vous pensez que... Alors, il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que il y a ne faisant pas porter tout le poids des changements et des transformations aux personnes elles-mêmes. Il y a aussi, je vous disais avant, ce qui m'intéresse finalement dans une société ou dans la mobilité, c'est un autre thème, c'est l'inclusion. L'inclusion, ça veut dire que très souvent, là aussi, on a confondu les choses. On parle de mobilité inclusive en essayant de former les gens pour qu'elles bougent, pour qu'elles s'adaptent, pour qu'elles se transforment. L'inclusion, c'est la capacité aujourd'hui qu'a la société d'être suffisamment ouverte pour permettre aux personnes d'y vivre bien le plus longtemps possible et d'avoir des formes de mobilité adaptées le plus longtemps possible. Donc, ce sera toujours un équilibre à trouver entre les changements qu'on demande ou les transformations qu'on demande aux personnes, les efforts qu'on demande aux personnes, mais aussi la capacité qu'aura la société à être suffisamment ouverte pour tous. Vous habitez dans un village dans les Vosges, moi dans un village en Savoie. Si on prend la mobilité comme un moyen de déplacement, que le déplacement, effectivement, mon village risque de me paraître un peu un handicap. Oui, Par contre, si on retourne le truc, c'est en fait, si on voit la mobilité de manière beaucoup plus globale, et puis que ça inclut ce que je peux me faire livrer, par exemple, oui, et donc en fait, ça inclut la vie que j'ai dans mon village, pour moi, ça sera quand même plus positif. J'aurai une autre vision de la mobilité. Et je exactement. verrais même la vie dans mon village comme étant encore possible, d'ailleurs. Oui, et vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que euh, inconsciemment, les Oui, personnes qui habitent dans... inconsciemment, on limite la mobilité à la distance, Oui, au problème du déplacement. oui, mais Précisément. si vous fouillez d'ailleurs les personnes, ce qu'elles pensent véritablement dans l'étude sur la mobilité dans les territoires ruraux, tous me disaient qu'ils n'imaginaient pas vivre ailleurs, malgré les problèmes de déplacement.
malgré le fait qu'il n'y avait pas de bus, malgré le fait que ça veut dire que quelque part, eux déjà regardaient cette mobilité-là comme le bien vivre, comme quelque chose. C'est-à-dire que les difficultés de déplacement ne contrebalançaient pas à leurs yeux les avantages de vivre dans cette ruralité-là. Je vis dans la même ruralité que vous, pas au même endroit, une centaine d'habitants. Pour autant, aujourd'hui, je n'imagine pas aller habiter en ville, même si je sais que mes déplacements, ils seraient plus faciles. Et c'est pour ça que je vous dis que si on arrive à penser cette mobilité différemment, on arrivera à trouver aussi des solutions qui ne seront pas simplement des solutions externes en disant bah, il faut mettre en place telle chose, il faut mettre en place telle navette de bus, telle ci et ça. On imaginera des choses qui permettent aux personnes d'avoir le sentiment de bien vivre et de répondre non pas simplement à ce qu'on suppose être leurs besoins, mais à ce qui est véritablement leur désir. Et le désir parfois le plus fort que vous pouvez avoir, c'est de vivre là où vous êtes, malgré tout. Alors, tout cela va se greffer le climat. Oui, Donc, il va falloir gérer la mobilité en plus durable. oui. Objectivement, je ne sais pas comment on va tout faire, mais bon, bref. Vous voyez ça comment? Alors moi, je parle parfois d'une équation presque impossible, qui est difficile. C'est-à-dire que vous devez conjuguer la mobilité telle qu'on en a parlé, hein, la mobilité de façon globale, l'inclusion avec une société qui doit s'ouvrir, la solidarité, parce que quand la société ne peut pas s'ouvrir, il faut bien qu'on soit solidaire des personnes qui sont en difficulté. Et vous voyez qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui peuvent être en difficulté, pas seulement chez les seniors, mais un peu partout, avec le caractère durable. Alors durable, ça veut dire, je redonne juste la définition qui est admise, c'est finalement ma mobilité à moi, nos mobilités ne doivent pas impacter les mobilités futures, les mobilités des personnes qui viendront par la suite. Aujourd'hui, on est loin du cas. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. C'est-à-dire que nos mobilités aujourd'hui, elles impactent très fortement la planète et elles rendront pratiquement impossible les mêmes formes de mobilité pour les générations futures. C'est pour ça qu'aussi que parfois je parle de mobilité plutôt soutenable que future. Alors les solutions qu'on met en place ou qu'on imagine, comme la décarbonation, toutes les solutions d'adaptation nous permettent de gagner du temps, mais un peu comme pour le vieillissement, on gagne du temps, mais on sait qu'à l'arrivée, ça ne sera pas habitable plus de 20, 30, 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, on parle d'un réchauffement climatique avec un horizon de 4 degrés à la fin du siècle. Ben, 4 degrés pour l'agriculture et pour beaucoup de domaines, c'est pratiquement pas possible. Donc ça veut dire que ce temps-là d'adaptation aujourd'hui qu'on met en avant, il faut aussi le penser pour transformer la société. C'est ça. On a dit avant on se sentait bien, mais je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de penser une transformation de la société. Vous pensez Et que les seniors sont prêts à moins bouger? Parce que je les vois dans mon village, ils utilisent la voiture. ils utilisent la voiture parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais à un moment, ils l'utiliseront plus parce qu'ils n'auront pas le choix non plus de ne plus l'utiliser. Non, mais c'est un travail. C'est pour ça que je vous dis, ça va pas se résoudre en 5 minutes ou en 5 jours ou même peut-être en 5 ans. Mais si vous ne commencez pas ce travail-là, c'est un travail qui est un travail. On parle très peu de ça au niveau des seniors. C'est un travail qui est un travail d'accompagnement et aussi d'éducation. C'est un travail d'éducation. L'éducation au sens noble du terme. L'éducation, c'est pas simplement l'école et l'éducation des enfants. La définition de l'éducation, c'est apprendre, échanger. Et moi, je pense que il y a, à tous les âges, on peut apprendre, échanger. Je vous ai dit avant que j'ai changé fondamentalement entre aujourd'hui et mes 18 ans, et je vais, ou j'espère sans doute encore changer dans les années qui viennent. Donc, remettre au centre du processus cette idée que les seniors aujourd'hui peuvent changer. Et l'autre chose, c'est peut-être parler moins ou imaginer moins leurs besoins, mais travailler un peu plus avec leurs désirs. On a vu avant le désir. Lorsque vous travaillez sur le désir des gens dans la ruralité, lorsque le premier élément de ce désir, c'est de vivre là où ils sont, dans leur maison et quelquefois, bah finalement, c'est peut-être plus facile à résoudre et à ramener du dialogue et à ramener de quelque chose que si on parle uniquement d'un besoin qui, lui, sera le besoin d'avoir encore plus de voitures, encore plus de bus, encore plus, voilà. Vous voyez, donc peut-être changer ce terme-là. Et la manière de changer, c'est aussi, dans l'éducation, le troisième point, c'est qu'il n'y a pas d'éducation sans récit du monde. Et quelque part, aujourd'hui, le récit, c'est quand même un récit très négatif. D'ailleurs, on y a contribué aujourd'hui, puisqu'on a parlé un peu des crises, du réchauffement et toutes ces choses-là. Donc,
quel est le récit finalement qu'on va réussir à créer pour peut-être transformer à terme cette société. En parlant de Et récit, est-ce que vous pensez qu'on peut, est-ce que les jeunes ont un autre récit ou on leur donne un autre récit par rapport à la mobilité? C'est en fait, est-ce que vous pensez qu'ils vont moins bouger que nous, bouger différemment, que ça va se passer comment? alors, je ne sais pas comment ça va se passer, mais par contre, qu'ils aient un autre récit, oui, sans aucun doute. Si on prend des éléments factuels comme le passage du permis de conduire, les jeunes passent aujourd'hui le permis de conduire beaucoup plus tard. En ville, ils le passent même parfois plus du tout. La conscience écologique, finalement, même si le mot est souvent galvaudé ou difficile à utiliser, mais elle est quand même beaucoup plus, en général, plus grande chez les jeunes que chez les personnes les plus âgés. Les jeunes Parce qu'en fait, d'aujourd'hui, on ressent une sorte de culpabilité. Un exemple, quand je suis allé à La Réunion pour le travail, l'avion passe au-dessus de l'Éthiopie. oui, Et quand on voit sur l'écran, bon, j'étais assis, puis il y a l'écran avec l'avion, on voit sur la carte, je me dis, voilà, mais attends, mais en dessous, là, juste en dessous où on est, il y en a qui subissent le réchauffement climatique parce qu'il y a des cons, entre guillemets, nous, qui oui, voyageons en avion. Effectivement, donc moi j'ai 55 ans, ça m'a un peu gêné à ce moment-là. oui, ça fait peut-être partie d'un processus d'apprentissage, de changement aussi. Il y a un mois, j'étais invité au Sénégal, où il parlait, c'était l'impact du changement climatique sur la mobilité. Parce que on s'inquiète du Ah oui. fait que, à cause du changement climatique, ça devient toujours plus difficile de se déplacer. Et donc moi j'ai un peu transformé la conférence en disant mais moi je parlerai plutôt de l'impact de la mobilité sur le changement climatique. Vous voyez la différence entre impact du changement climatique sur la mobilité, mais n'oublions pas, c'est aussi l'impact de la mobilité sur le changement climatique parce que c'est aussi notre mobilité, notre façon de vivre qui a créé ce changement Ça boucle climatique. en fait. Ah bah oui, pensant ces deux choses-là. Et dans des pays finalement comme le Sénégal, à Dakar, la montée des eaux, la chaleur, le manque d'eau et ainsi de suite, on est face à des populations qui n'ont en très peu contribué à ce changement Bien climatique, sûr, mais qui vont bien les sûr, subir le premier. bien C'est pour sûr. ça que dans l'éducation, c'est aussi la capacité à nous décentrer de notre propre situation et de nos propres envies et besoins, quoi, hein. Donc, faut arriver à repenser la complexité d'un monde global et qui n'est pas simplement notre complexité à nous. C'est compliqué parce que on réfléchit beaucoup à l'aune de notre vie à nous et de notre adaptation. Mais penser la mobilité durable, c'est Bien sûr. penser pour tous, pour tous les autres aujourd'hui et pour tous ceux qui viendront demain. Et ça doit nous faire quand même réfléchir différemment et penser différemment. Si on parle de société véritablement inclusive et de mobilité, vous me dites quoi? Alors, oui, c'est bien de les avoir séparés parce que j'ai beaucoup parlé de mobilité inclusive, mais en réalité, la mobilité inclusive, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la société inclusive, c'est une société qui est une société ouverte et qui est construite pour que les personnes puissent se déplacer ou ne pas avoir besoin de se déplacer tout en y vivant bien. Ça veut dire que quelque part, la responsabilité de l'inclusion, je vous l'ai dit avant, elle n'est pas première pour les personnes. La responsabilité de l'inclusion, c'est d'abord la société et c'est des choix aussi, des choix politiques et des choix économiques. En parler aujourd'hui, c'est assez complexe parce que ça ne vous a pas échappé que la situation économique est plutôt contrainte. Mais véritablement, l'enjeu de l'inclusion, c'est comment est-ce qu'on crée une société qui est suffisamment ouverte. Alors, l'inclusion, je vous le dis, coûte cher lorsqu'on pense uniquement à l'action de l'État. Elle coûte un peu moins cher. On a évoqué avant d'autres solutions. C'est peut-être recréer du lien social également. Quand on prend les générations précédentes, la question des seniors se posait moins, peut-être parce qu'ils vivaient moins longtemps, mais aussi peut-être parce que finalement l'intergénérationnel faisait en sorte que les seniors n'étaient pas livrés à eux-mêmes et c'était la famille qui s'occupait d'elles. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais aussi du fait de notre société qui fait que, et c'est une bonne chose, hein, je renie pas ça, mais que dans la famille, tout le monde travaille et ainsi de suite. Mais grosso modo, il faut arriver peut-être à retrouver ce lien social qui peut être le lien familial, mais peut-être du lien entre voisins. Donc, il y a aussi à travailler ce secteur-là. Ouais, parce que ce qu'on disait, enfin, ce que vous me disiez en préparant, c'est effectivement, même si on vit plus longtemps, et à un moment donné,
on pourra plus, enfin, on veut même différemment. On vit plus longtemps, effectivement. Avant, on pouvait décéder avant de perdre sa mobilité, on va dire ça comme ça. Maintenant, Oui, on peut perdre la mobilité ou la capacité de conduire, par exemple, et d'avoir encore des années derrière. oui, Ça change quand mais même c'est, beaucoup. oui, oui, c'est une réalité. Et en plus, pour cette génération-là, c'est d'autant plus difficile que c'est la première génération qui a pratiquement connu la mobilité tout le temps. Je vous ai parlé de parents, grands-parents qui, eux, ont eu qu'un morceau de vie avec notre mobilité. Hein. Je parle avec notre mobilité, avec notre société. Mais là, on est dans une génération qui a eu la mobilité, qui a vécu dans cette mobilité et qui a construit cette mobilité-là tout au long de leur vie et qui vont se retrouver à un moment où on leur dira, bah, écoute, la voiture, c'est plus pour toi. Et pourtant, l'espérance de vie fait qu'une bonne partie d'entre eux vont continuer à vivre. Donc c'est assez désespérant de penser la mobilité que comme le déplacement et de dire à ces personnes-là, pour toi aujourd'hui, la mobilité c'est fichu et indirectement ta vie c'est terminé. Il faut voilà. C'est pour ça que penser la mobilité, les mots ont une valeur, ce qu'on appelle une valeur performative, c'est-à-dire que les mots ont du sens et les mots peuvent changer les choses. Chaque fois que vous utiliserez le mot mobilité ou chaque fois que vous utiliserez le mot déplacement, posez-vous la question tout simplement, est-ce que là je parle de mobilité ou est-ce que je parle de déplacement? Et rien que ces petits exercices-là, vous vous rendrez compte que ça peut changer les choses. Et au niveau politique, ça devrait être la même chose. Il y a eu un moment paradoxal, les assises de la mobilité. Les assises de la mobilité, il y a 5 ou 6 ans, les assises de la mobilité organisées par le ministère des Transports, où il était question de faciliter les déplacements et les transports. On est vraiment dans une définition de la mobilité, déplacement, transport. Aujourd'hui, il y a les assises du financement de la mobilité organisées par le ministère des Transports, encore une fois. Je ne renie pas le caractère de la mobilité qui est lié au déplacement. Mais pourquoi on ne fait pas de ces moments-là des moments interdisciplinaires? Pourquoi est-ce qu'on ne convoque pas finalement ceux qui vont s'occuper de la santé, du logement, de l'éducation? Parce que cette mobilité-là, vous voyez, elle est plus riche que le seul déplacement. Quand je me déplace à la campagne, c'est parfois pour aller chez le médecin. Donc, c'est en rapport avec la santé. La mobilité impacte la santé et la santé impacte la mobilité. Ce qu'on a dit avant du développement durable, c'est la même chose. La mobilité impacte le logement, mais mon logement impacte aussi ma mobilité. Donc, essayons de remettre du sens et peut-être de recréer des articulations pour avoir une autre vision de la mobilité. Et donc ça demande d'accompagner les seniors dans leur évolution de leur Oui, mobilité. oui, Et il y a oui. intérêt à préparer, parce que si on ne prépare pas, on risque de Oui, se retrouver oui, sur une l'un évolution des éléments que j'essaye de mettre en avant, mais que d'autres mettent en avant aujourd'hui de plus en plus, c'est que finalement, n'attendons pas que le déplacement, que la voiture ou que le transport ne soit plus pas possible pour commencer à travailler avec les seniors. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne peut plus conduire en voiture, c'est difficile de lui dire, ben, on va t'apprendre à prendre les transports en commun, on va t'apprendre à faire du vélo, on va t'apprendre à penser autre chose. Alors que si vous êtes face à des gens ou des personnes qui l'ont fait spontanément et systématiquement tout au long de leur vie, ils seront capables d'eux-mêmes, quelquefois, de substituer un moyen de déplacement à un autre. Ça veut dire que cette éducation-là, pour les seniors, c'est en réalité un continuum éducatif. Ce continuum éducatif, il commence quand on est enfant et il doit se continuer tout au long de la vie et il ne doit pas s'arrêter quand on a 40, 50, 60 ou 70 ans. Ça doit continuer. surtout qu'au niveau générationnel, alors, moi, il m'est arrivé de penser plus tard dans mon village, qu'est-ce que je ferais si je pouvais plus conduire? Et donc, bon, mon cerveau, il me dit, bah, tu ressortiras la mobilette que tu avais. Mais j'avais déjà un usage, la mobilette. Oui, Mes parents n'ont pas l'usage, la mobilette. exactement. Donc, chaque génération n'a pas forcément tous les usages qui pourraient, des moyens qui pourraient, alternatifs qui Exactement. pourraient être utilisés. Oui, et c'est vrai pour les modes de déplacement et c'est vrai aussi pour le lien social. Si le lien social, vous ne l'avez pas créé tout au long de votre vie, c'est pas à 75 ans que vous allez tout d'un coup être ouvert aux autres. Ça veut dire qu'il faut travailler ce lien social, même dans le village, le fait de le bon voisinage et toutes ces choses-là, avec les personnes autour de vous, vous commencez pas à le cultiver quand vous aurez besoin d'eux. Faites-le avant. Et finalement, c'est aussi toutes ces choses-là qui vont faciliter le vieillissement de la population sans peut-être coûter des fortunes.
Pour cela, est-ce que les écoles de conduite ont un rôle à jouer? Alors, aujourd'hui, les écoles de conduite, elles ont un handicap. Elles sont perçues comme des écoles pour les jeunes conducteurs pour du permis de conduire. Donc, les jeunes viennent spontanément, les seniors ne viennent pas spontanément dans les écoles de conduite. Ils ont sans doute même un peu peur de ces écoles de conduite parce qu'ils ont peur qu'on leur enlève le Bien permis de sûr, conduire. bien sûr. Donc l'idée, c'est déjà de se dire, lorsque je vais dans une école de conduite, on ne va pas vous enlever le permis de conduire, on peut vous donner des conseils. Ça, c'est le premier handicap, peut-être. Donc, c'est une question d'image. Donc, ça se travaille. On est en train de travailler. On travaille avec notamment France Silver Economy pour essayer de réfléchir à des solutions pour les seniors, pour leur déplacement et pour leur mobilité, parce qu'on va élargir la question. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut qu'on travaille Moi, je pense qu'à sur à ce l'image niveau-là, dans les écoles. si voilà, si je peux me permettre, ça fait longtemps que je réfléchis au niveau du marketing des seniors. Je pense qu'il faut un bénéfice sur le long terme. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire, en revenant prendre des cours, par exemple, plus tard, vous pourrez continuer plus longtemps à rester là où vous êtes, puis pouvoir bouger, etc. Mais il faut aussi un bénéfice sur le court terme, immédiat, qui peut Oui, être une réactualisation de la connaissance des différents panneaux, par exemple. Vous voyez, un exactement. truc comme ça, voilà. Il faut vraiment les Oui, deux parce que sinon, il y a du mal à les faire venir. Je oui, vous ai oui, oui, coupé, oui. désolé. Oui, oui, non, non, mais vous avez raison. Il y a le produit d'appel. Grosso Voilà, modo, quand vous demandez aux seniors de quoi vous avez besoin, ils vont tous vous dire la réactualisation des c'est ça. connaissances et apprendre à passer dans les ronds-points ou dans les sens giratoires. Pour autant, c'est pas ça qui pêche chez eux. C'est pas parce qu'ils connaissent pas les panneaux que finalement ils peuvent devenir dangereux pour eux-mêmes d'ailleurs, hein, parce que les chiffres des accidents des seniors, si vous prenez l'accidentologie, c'est une courbe en U. Et grosso modo, les plus dangereux, ça reste les 19-24 ans. Pour les 19-24 ans, on ne se pose pas de la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas les enlever de la route. Ça paraît. Ah Ouais, oui, mais parce que ouais. on ne se pose pas cette question-là. La meilleure mesure de sécurité routière, ce serait le permis de conduire à 25 ans. Socialement, c'est pas acceptable, mais c'est entre 18, 19 et 24 ans qu'il y a les accidents les plus dangereux. Et grosso modo, vous avez le même niveau de risque à peu près à 80 ans. Donc vous voyez un petit peu l'image. Sans compter que alors, on vous dira, ils font moins de kilomètres, ce qui est vrai. Mais sans compter que les seniors, finalement, sont souvent victimes des accidents, et même quand ils sont responsables, c'est aussi eux les principaux touchés. C'est-à-dire, un même accident pour un jeune et pour un senior, là où le jeune sera peut-être juste blessé, le senior risquera de mourir. Lorsqu'on dit aux seniors ne prenez plus la voiture, lorsqu'ils sont à pied, c'est aussi eux des victimes privilégiées des accidents. Donc, cette question déjà du risque, faut l'aborder avec sérénité. C'est-à-dire que l'actualité va toujours mettre en avant le senior qui aura créé un accident, mais elle ne parle pas des seniors qui sont victimes et elle parle beaucoup moins des jeunes conducteurs. Donc il y a cette question-là et l'idée que j'ai un peu perdu le fil, mais l'idée que vous vous posiez, c'est de se dire qu'ils n'ont pas forcément que besoin de réactualisation des connaissances, même si, vous l'avez dit, c'est un vrai produit d'appel qui peut les amener dans les écoles de conduite. Euh, Vous êtes pour, en fait, la suppression du permis de conduire pour les seniors qui sont un peu trop dangereux? À quel âge? Ben, Voilà. il n'y a pas d'âge, en fait, en fonction Mais de... oui, c'est la Moi, réponse. personnellement, à titre personnel, je suis contre, même si ça apporte des risques. Si je vois pas pourquoi on empêcherait quelqu'un d'âgé de conduire, même s'il roule doucement, qu'il embête tout le monde, alors que les jeunes, on leur permet de rouler, certains jeunes dangereusement. Oui, oui. Donc moi, quand je vois quelqu'un qui propose la suppression, enfin, un test pour les seniors, puis la suppression du permis de conduire pour les seniors, bon, déjà, je me projette. Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Et puis je dis, bah non, moi j'ai dit non. Enfin, je veux dire, c'est un risque. Parce qu'en fait, derrière la question, c'est les baby boomers qui arrivent, hein, ceux qui sont nés après 46 et qui ont 78 ans cette année, les plus âgés, ou Ils ont tous le 79 ans. permis pratiquement. Voilà. Eux, en fait, ils sont nombreux, ceux qui votent, ils vont pas se laisser faire, hein. Si? Non, ils vont pas se laisser faire, mais c'est une fausse bonne mesure. L'idée comme l'idée de la visite médicale d'ailleurs. La visite médicale qui serait liée à l'âge, imaginez le coût, multiplier le nombre de seniors par le coût des visites médicales, c'est tout simplement impossible. Sans compter que la dangerosité n'est pas liée à l'âge, elle est liée aux pathologies qui sont associées à l'âge. On a parlé, je pense que c'était en off, maladies d'Alzheimer ou de difficultés de ce type-là. Donc ce sont ces pathologies ou certaines de ces pathologies
pathologies-là qui font la dangerosité du conducteur senior. Mais ce n'est pas l'âge seul. À 60 ans, vous pouvez être inapte pour la conduite, comme vous pouvez encore être apte à 80 ans. Donc, Bien sûr. avoir une mesure d'âge, ça n'a pas de sens. Maintenant, il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut qu'il y ait un travail peut-être associé plutôt que le médecin de la préfecture, le médecin généraliste. Enfin, il y a une réflexion à avoir sur la conduite des seniors pour qu'ils puissent conduire le plus longtemps possible avec le maximum de sécurité possible. Mais il y aura toujours, on l'a dit avant, un âge où ça s'arrêtera. Et il faut aussi accompagner les seniors dans ce qu'on moi j'appelle le deuil du permis de conduire. Et là, c'est pareil, c'est un processus qui se fait, qui doit commencer très tôt. Commencer à y réfléchir dès maintenant et peut-être penser à tout ce qui est outils un peu novateurs. Certains le font. Nous, on a beaucoup travaillé à l'ECF là-dessus. Tout ce qui est des outils d'auto-évaluation. Ça veut dire qu'il faut associer le senior le plus tôt Ah, possible. c'est pas mal ça. Oui. Ah bah oui, Qu'on puisse s'évaluer sans que quelqu'un nous dise, voilà, nous juge ou juge nos exactement. résultats. Mm. Aujourd'hui, même quand on fait de Ah, ça c'est l'accompagnement intéressant. des Ça c'est intéressant. seniors, on n'est plus dans une évaluation qui est de dire à la fin stop ou encore. On démarre toujours, nous, avec l'accompagnement qu'on veut proposer, avec une auto-évaluation. C'est le senior qui s'auto-évalue. Et ensuite, lorsqu'on l'accompagne, par exemple, pour conduire, on fait une comparaison entre son regard sur sa conduite et le regard que peut avoir le professionnel là-dessus, mais pas dans une version punitive. Et on se rend compte que très souvent, il aura peut-être tendance à s'auto-évaluer de façon plus négative que positive d'ailleurs. Et on a davantage de personnes qui arrivent en se disant oh je peux peut-être plus conduire alors qu'elles peuvent que l'inverse, vous voyez. Donc faisant confiance aux personnes, mais pour faire confiance aux personnes, il faut le faire suffisamment tôt parce que l'auto-évaluation, sa capacité d'auto-évaluation, elle se traduit dans le temps et elle se construit dans le temps. C'est pas au moment où vous avez le problème que vous êtes capable de le faire. Une Donc conclusion. Oui. Une ouais. Donc conclusion c'est pour aussi ce vous rôle de rajouter. l'école de conduite, c'est aussi d'accompagner un parcours de mobilité des seniors et sans doute de s'ouvrir à d'autres modes de déplacement ou à d'autres modes de mobilité. Je dis toujours que l'auto-école devrait être l'endroit où on apprend à passer le permis de conduire, mais où on apprend aussi à se passer de la voiture. Ce serait le meilleur endroit. D'accord. Parce que, Une et, conclusion ou un point que vous voulez rajouter? alors, la conclusion, c'est peut-être que euh, on est vraiment face à un défi, qui est un défi. Aujourd'hui, on aborde la question des seniors. C'est un défi pour les seniors, mais c'est un défi pour moi, pour la société tout entière. Et ce défi-là, c'est le défi donc de conjuguer, on a dit les termes, hein, mobilité, inclusion, environnement, et je pense que c'est un défi qui peut se relever, qu'on doit pouvoir relever, mais pour pouvoir le relever, il faut faire un pas de côté. Et peut-être le pas modeste de côté, puisque je suis dans le secteur de la mobilité, c'est finalement acceptant de penser la mobilité différemment. Et le fait de penser cette mobilité différemment, vous verrez que ça aura des effets aussi sur votre façon de voir peut-être la mobilité et le monde autour de vous. Super, merci pour cette émission, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous.